Épisode numéro 110 du podcast de Passion MLB. Bonjour à tous et bienvenue à ceux qui nous écoutent en live sur les réseaux sociaux le mercredi à 20h sur Facebook, sur X ou sur YouTube, ou pour tous ceux qui nous écoutent dans un format podcast plus traditionnel. Charles-Alexis Brisebois à l'animation avec à mes côtés Sébastien Berroir. Sébastien, comment vas-tu? Ça va bien, ça va bien. On dirait que l'été s'installe, puis c'est le fun. Ça sent encore plus la balle parce que, tu sais, c'est la belle température n'est pas seulement dans la télévision, là. On la ressent, puis on dirait qu'on est encore plus dans cette saison de balle, là. On se sent finalement comme il se sentait au camp d'entraînement au mois de mars, là, c'est-à-dire Oui, c'est ça. Juste 2-3 mois plus tard, mais ça, c'est un détail, là. Ça, c'est un détail. On est un petit peu en retard. Pas grave, on va en profiter quand même de cette chaleur-là. Sébastien, il y a eu quand même plusieurs trucs qui se sont passés cette semaine chez les Blue Jays de Toronto. Donc, je suggère d'aller directement au bloc sur les Blue Jays. OK! Blue Jays! Let's play baseball! Chez les Blue Jays de Toronto, le thème de la semaine, c'est pas compliqué, c'est le retour des blessés. Il y a eu Tommy Nance lundi, ce qui a fait en sorte que Yariel Rodriguez a été désigné pour assignation. D'ailleurs, avec ce contrat-là, Sébastien, parlons-en, puis après, on passera aux autres retours. Avec ce contrat-là, 15 millions de dollars encore qu'il doit toucher dans les 2 prochaines années et demie, t'as beau le DFA, il n'y a personne qui va toucher à ça. Les Blue Jays ont un alignement de 41 joueurs au lieu d'un alignement de 40 joueurs, là, on s'entend? Oui, exactement. On ne pourra pas vraiment s'en départir. Puis ce qui fait mal aussi, c'est que parlant de DFA, là, on avait laissé partir Otto Lopez à ce moment-là pour lui faire de la place. Oui. Donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, c'était une situation complètement différente. Puis, ouais. c'est facile de revenir en arrière. Mais ça fait encore plus mal en voyant comment Otto Lopez performe cette année. Ça se termine mal dans son cas, mais bon. On est rendu là, puis on doit prendre des décisions qui sont plus difficiles. Puis c'est pas la seule décision qu'on va devoir prendre dans les prochains jours, semaines non plus. Mais tu dis que ça se termine mal. Moi, je pense pas nécessairement que c'est terminé. Tu sais, s'il y a des blessures, il va peut-être être rappelé. Puis si tu le rappelles, ne serait-ce que pour un match, puis tu le DFA après, il n'y a personne qui va le reprendre. C'est un loophole. C'est ça l'avantage de payer trop d'argent à un gars. C'est qu'il n'y a personne d'autre qui va le prendre. Tu peux le mettre au balotage 15 fois, il n'y a personne qui va y toucher. Si tu l'échanges contre un autre contrat, c'est une chose, mais là, les Blue Jays auraient leur mot à dire. Mais dans ce cas-là, il n'y a pas grand-chose que les Blue Jays puissent faire. Puis là, tu dis, s'il y a des blessés, si je me fie au début de saison des Blue Jays, il va en avoir, donc peut-être qu'on va le revoir. Laisse-moi me reprendre. S'il y a assez de blessés. Ah, OK. Là, c'est parce qu'avant lui, il y aurait probablement un gars comme Adam Mako qui serait rappelé. Oui. Mako, lui, ça a été le mouvement de personnel pour réactiver Dylan Cease qui a lancé mardi. On se demandait est-ce que les Blue Jays allaient faire. Rodriguez, c'était la solution facile à faire. Est-ce qu'on voulait DFA un gars comme Seabold? Finalement, on a décidé d'y aller un petit peu plus safe en envoyant Adam Mako dans les mineurs. Et c'est aujourd'hui que Seabold a été désigné pour assignation et qui a été finalement envoyé au balotage pour faire de la place à Max Scherzer. Mako, ça, c'est le genre de gars que tu disais. Il me semble que pour la série contre les Yankees qui s'en vient en fin de semaine, un gaucher de cette qualité-là, même s'il est jeune un peu, il serait probablement capable de faire quelque chose. Là, on a tellement de difficultés à juste faire fitter les gars qui reviennent que je ne sais pas si on va être capable de le rappeler pour la série qui va commencer vendredi. Ceci étant dit, Rodriguez, on se disait, peut-être, Mako, on va le revoir. Là. À moins qu'il n'y ait aucun blessé, comme tu l'as dit, c'est impossible, surtout à Toronto. On va revoir Adam Mako cette année. Oui, puis c'est le premier sur la liste. Là. On a beau dire que Brandon Little est considéré par les Jays puis qu'il est dans les plans, là, ça va être correct. Je pense qu'on a fait le tour. Là. Pour l'instant, on n'est pas assez dans le trouble. Même si on est dans le trouble à Toronto, on n'est pas assez dans le trouble pour ramener Little dans nos rangs. Mais non, oui, Mako, ça va être le premier à être appelé. Oui, ça va prendre une gymnastique pour qu'il puisse revenir avec les Jays, mais quand même, c'est un nom qui est important et qui faisait bien. Il n'a pas été rétrogradé parce que ça n'allait pas bien, puis parce qu'il ne faisait pas le travail, puis parce que c'était pas un bon gars. Loin de là, c'était juste une question de circonstances, puis on va le revoir plus tôt que tard.
Là, évidemment, il y a eu Max Scherzer pour Seabold. Seabold, bon, c'était une décision relativement facile, même si tu viens d'aller le chercher, tu avais besoin de faire de la place. Éventuellement, ce qui viendra peut-être dès vendredi, si ça va bien, c'est Alejandro Kirk. Donc, on sort un peu du cadre des lanceurs. Là, la décision qui s'en vient, de plus en plus, on se demandait est-ce que les Blue Jays vont vouloir envoyer Brendan Valenzuela dans le 3 au nom de la profondeur? On s'entend qu'en ce moment, ce n'est pas une option. Tu ne peux pas envoyer Valenzuela en bas. Surtout que, tu sais, Kirk, c'est un gars qui catch quoi? 5 jours par semaine sur une semaine de 7 jours. Là, avec sa blessure au pouce, là, Sébastien, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il soit derrière le marbre 5 jours sur 7. Il va avoir une bonne charge de travail, surtout pour commencer pour l'adjoint. Cet adjoint-là doit être Valenzuela. Après, est-ce que tu DFA Heinemann? Est-ce que tu l'envoies sur la liste des blessés? Est-ce que tu envoies quelqu'un d'autre dans le 3 pour rouler à 3 receveurs quelque temps? Je ne sais pas ça va être quoi la solution. Mais si tu envoies Brendan Valenzuela dans le 3A, écoute, je pense que les gens vont se présenter avec un marteau-piqueur au Rogers Center et qu'ils vont essayer de le détruire. Tu n'as pas le droit de faire ça en ce moment parce que ça faisait ça il y a 2 mois, mais c'est ton meilleur frappeur. Voilà. Et tu vas avoir au bord dans les circonstances plus critiques d'un match. Donc, tu ne veux pas l'envoyer nulle part ailleurs qu'à Toronto. Puis, on ne veut pas que personne n'ait détruit le Rogers Center. On vient de le rénover. Là. Donc, là à Toronto, ça, il n'y a aucun doute. La semaine passée, on était un petit peu plus ambigu. Là, mais là, il continue à nous démontrer qu'il est capable de performer. Donc, en aucune façon, il peut s'en aller ailleurs qu'à Toronto. Puis là, c'est l'autre question. Est-ce qu'on va assister aux fameuses blessures fantômes pour Heinemann? Peut-être. Mais je n'haïs pas l'idée, puis c'est toi qui l'avais soulevé la semaine passée, d'y aller à 3 receveurs. Tu parles de la charge de travail de Kirk, c'est une chose. Tu ne veux pas nécessairement tout mettre la pression sur Valenzuela non plus. Puis peut-être que tu es capable de trouver une façon d'envoyer quelqu'un d'autre qu'un de ces deux-là. On vient de le dire, ce ne sera pas Valenzuela, donc ce sera Heinemann, mais il faut trouver une solution pour, au moins pendant une certaine période, peut-être rouler à 3 receveurs. Tu sais, les Blue Jays ont beaucoup de voltigeurs. Il n'y en a pas tant qui peuvent aller dans les mineurs. Je ne pense pas qu'on veut envoyer Pinango en bas. Peut-être que la solution qui va s'imposer, même si les Blue Jays refusent de le faire depuis quelques jours, c'est d'envoyer Dalton Varsho sur la liste des blessés. Et je ne pense pas qu'on va le faire pour faire de la place, mais si on n'a pas le choix de l'envoyer, au lieu de rappeler quelqu'un, comme je te dis, on a déjà beaucoup de voltigeurs, on est capable de rouler comme ça. Peut-être qu'on décidera de s'acheter un petit peu de temps en y allant de la sorte. Mais c'est évidemment, là, on n'aura pas la réponse tout de suite. Là, on verra dans les prochains jours si Kirk va bien et si Dalton Varsho va moins bien aussi. Puis des fois, ça se règle tout seul. Là. Il arrive une autre blessure, il arrive une autre circonstance, puis le problème se règle de lui-même. Ça ne veut pas dire que c'est ça qui va arriver, mais peut-être que ça va nous rendre la vie un petit peu plus facile du côté des Jays. Les Jays qui sont drôlement construits cette année, parce que la solution facile, ce serait d'envoyer Charles McAdoo dans le 3A. Tu sais, c'est un joueur qui, peut-être qu'un jour, il aura une belle carrière avec les Blue Jays, mais là, il est présentement utilisé dans un rôle de profondeur. Le problème, Sébastien, c'est que David Schneider est en bas. Addison Barger, il est sur la liste des blessés. Si tu envoies McAdoo en bas, tu n'as que 4 joueurs qui peuvent jouer dans l'avant-champ. J'exclus les receveurs, évidemment, parce que là, tu en aurais 3. Mais tu aurais vraiment juste Ernie Clement, Andrés Jiménez, Okamoto et Guerrero Junior. Ça te laisse très peu de marge de manœuvre. Ça t'oblige, si tu as ne serait-ce qu'un blessé ou de vouloir donner un congé, à envoyer Vlad au 3, puis Okamoto au 2, puis Sanchez au premier. Ou je sais, tu ne peux pas fonctionner comme ça. Ça te prend au moins un joueur de plus de profondeur. Donc, c'est vraiment un gros dilemme que les Blue Jays ont présentement. Ils en ont eu toute la semaine. Puis devine quoi? Il y en a un autre qui s'en vient. Parce que là, éventuellement, en fait, demain, il va y avoir Shane Bieber qui va lancer dans le 3A. Et la semaine prochaine, devrait être prêt à reprendre son tour. Là, la question, c'est à 2 niveaux. 1, quel lanceur tu coupes? Et 2, est-ce que tu y vas avec une rotation à 6 partants? Parce que là, présentement, ça fait longtemps qu'on a dit ça, mais tu en as 5 partants. Avec Shane Bieber qui revient, ça va t'en faire 6. Est-ce que tu envoies Patrick Corbin en relève? Est-ce que tu roules à 6? Est-ce que tu DFA Simeon Woods Richardson que tu viens d'aller chercher? Est-ce qu'il va y avoir un blessé qui va s'imposer de lui-même encore une fois? C'est une question à laquelle on ne peut pas répondre tout de suite, mais encore une fois, là, les dirigeants doivent commencer à se gratter la tête à Toronto. C'est l'heure des décisions. Chez les Jays, ça, il n'y a aucun doute, puis on n'en a pas fini. Woods Richardson, c'est sûr que c'est une option, mais moi, je n'haïs pas l'idée
j'haïssais pas l'idée des 3 receveurs, j'avais pas l'idée de la rotation à 6. On a été blessés toute l'année dans cette rotation partante-là. Pourquoi ne pas donner un petit peu de repos à ces lanceurs-là, ne pas nécessairement lancer à tous les 5 jours, essayer de prendre son rythme parce que ce ne sera pas évident. Là. Max Scherzer, Dylan Cease vient de revenir, ça s'est très bien passé. Mais là, Max Scherzer revient, on le sait, très propice aux blessures. On ne sait pas comment il va se comporter sur le terrain. Shane Bieber, ça va être la même chose. L'an dernier, ça s'est bien passé à son retour. Ce n'était pas parfait. Mais encore là, il faut lui donner du temps. Il faut donner du temps à cette rotation partante-là. Puis une des façons de le faire, c'est une rotation à 6. Je suis très d'accord avec toi là-dessus. En raison de tous les blessés, et même, mettons, prenons Kevin Gausman, qui est le seul qui a été là à tous les tours de la rotation, ben, il mérite peut-être un petit congé, lui aussi, une fois de temps en temps, à force de tenir cette rotation-là à bout de bras depuis 4-5 ans. Trey et Savage, on essaie de limiter sa charge de travail. Puis, souvent, on le voit, là, on mettait des bullpen days pour lui donner un jour de repos de plus, même si ça faisait 5 jours et théoriquement, il était prêt. On veut être prudent avec Savage, puis les Blue Jays ont trouvé comment le gérer l'an passé, ce gars-là. Je ne vais pas les second-guesser présentement. Là, je pense qu'ils savent ce qu'ils font avec ce gars-là. S'ils veulent lui donner plus de repos, ben vas-y avec des lanceurs partants de plus. Puis tu échangeras avec certains releveurs au besoin si ça commence à être mince là, du côté de l'enclos. Pour moi, c'est la solution là, à prendre là, du côté des Blue Jays. On a beaucoup de questions ici par rapport aux Blue Jays, justement. Donc, allons-y. Là, j'en vois par rapport aux lanceurs. On va continuer là-dessus. Louis qui nous dit Corbin aussi semble au bout du rouleau. Peut-être qu'éventuellement, Patrick Corbin, ce sera la décision qui s'imposera. Quand on l'a amené, là, c'était pour quelques départs seulement. Le temps que ça se stabilise, puis qu'il y ait Savage et que Berrios revienne. Berrios n'est jamais revenu finalement, comme on le sait. Là, la rotation commence à être un peu plus en santé. Ce n'est pas une raison pour se débarrasser de tout le monde, mais peut-être qu'à un moment donné, si ça continue à être un petit peu plus difficile, parce que là, c'est vrai qu'au début, ça allait bien. Là, la magie commence à s'effacer un peu du côté de Corbin. Je ne pense pas qu'il faut abandonner trop vite parce que, tu sais, Scherzer, on l'a vu, tu sais, gars, Scherzer, ça n'a pas été facile ce soir, là, ces 3 manches, là, ça a été quand même assez compliqué. Il y a des blessures qui sont propices à ça et tout. Donc, je n'abandonnerai pas trop vite sur le cas de Corbin, mais éventuellement, c'est sûr que s'il faut couper quelqu'un dans la rotation, ben, ce ne sera pas Savage puis ce ne sera pas Dylan Cease. Non, ça, c'est sûr et certain. Mais il est beaucoup trop tôt pour couper Corbin puis l'envoyer en relève. Tu viens de le mentionner. C'est beaucoup trop précaire comme situation chez les Jays pour faire ce genre de mouvement-là. Puis oui, ça pourrait être Corbin. Puis peut-être que ça pourrait être Scherzer. Moi, présentement, j'ai zéro confiance en Max Scherzer. Tu sais, le Max Scherzer des séries éliminatoires, c'est une chose. Là, c'est une année de plus avec d'autres blessures encore. Donc, il faut que lui, il prouve aux dirigeants des Jays qu'il est capable de faire le travail. Puis probablement que ça va jouer entre ces deux-là. Mais pour l'instant, tu prends les deux. Puis si jamais un Kevin Gausman, par exemple, veut quand même lancer aux 5 jours, ne veut pas d'une rotation à 6, bien, il lancera aux 5 jours, puis tu arrangeras le reste. Puis le reste, puis, ça va peut-être te permettre justement de gérer la charge de travail de Savage, puis de donner une journée de congé de plus au Corbin, au Scherzer, puis ça pourrait leur donner une chance de se raplomber. Louis qui nous mentionne justement qu'il Savage à son dernier départ, il y a eu de la misère. Là, c'est vraiment 6e manche contre les Orioles qui a frappé un mur. Justement, peut-être qu'un peu de repos, ça pourrait lui faire du bien. Il s'habitue. On dirait qu'on le considère quasiment comme acquis tellement il a été bon en séries éliminatoires, mais c'est la première fois qu'il lance en juin dans le baseball majeur. Donc, c'est sa 2e saison chez les pros là, en tout. Donc, c'est un gars qui il faut en prendre soin, disons-le comme ça. Donc, non, je pense que la rotation à 6 pour l'instant, c'est en train de s'imposer. On le savait que ça n'allait pas être un long fleuve tranquille pour Savage, là. Même s'il y a un énorme potentiel, même s'il nous l'a prouvé l'an dernier. Son début de saison est bon. C'est vraiment cette manche-là qui a fait gonfler artificiellement un peu sa moyenne, mais il y a un bon début de saison. Mais tu le vois, en fait, puis je ne compare pas les deux gars, mais je vais le comparer un peu à Shohei Ohtani dans le sens où, regarde les Dodgers, qu'est-ce qu'ils font? Ils font lancer aux 6-7 jours. On ne donne jamais un 7-8 manches à Shohei Ohtani, puis je sais que c'est parce qu'il y a une réalité différente, c'est parce qu'il frappe. Là. Mais ça reste le même principe de on te demande un peu moins, lance un petit peu moins souvent, lance un petit peu moins de tir, mais ce que tu me donnes, il faut que ce soit du béton. C'est un peu la même formule en ce sens-là qu'on utilise pour les Blue Jays. Oui, puis ça fonctionne. Puis il ne faut pas se surprendre si Savage a un autre départ comme celui contre les Orioles à la fin du mois de juillet, puis au début du mois de septembre. Ça va réarriver. Puis on va vivre avec ça. C'est l'apprentissage, mais si on peut lui donner ce repos-là qui lui permet d'éviter le plus possible ce genre de sortie-là qui s'étire, bien, c'est tant mieux.
Il y a Jeff Hoffman qui fait aussi parler. On a quelques commentaires ici. Peu importe le salaire, pourquoi Adam McCoy est envoyé dans le 3 avant Jeff Hoffman? Le prochain devrait être Hoffman lors du retour de Garcia. C'est vrai qu'il y a Garcia aussi qui approche bientôt. Il est rendu à Buffalo. Évidemment, Hoffman ne peut pas être envoyé dans le 3. Si on veut le sortir de là, il faut le désigner pour assignation. Il est rendu là, passe par les limbes, le balotage et tout ça. Et écoute, j'ai vu d'autres commentaires ici là, sur. Tu vois Louis qui nous dit ici, est-ce qu'il va être échangé bientôt? Je viens de voir justement un extrait passé de Pete Walker qui mentionne je pense à la radio ou à Sportsnet du moins, que les Blue Jays n'abandonnent pas sur Jeff Hoffman puis qu'on continue. Évidemment, il n'ira pas dire à la radio on va le couper la semaine prochaine. Là, ça, tout le monde est d'accord avec ça. Mais je pense qu'au salaire où on le paye, avec le potentiel qu'il y a, je pense que ça va être long avant que les Blue Jays abandonnent sur son cas. Je ne te dis pas qu'on va continuer de l'utiliser régulièrement. Tu sais, on essaye de limiter ses présences, mais avant de vraiment dire on coupe les ponts avec Jeff Hoffman à 1 an et demi de la fin de son contrat à 11 par année, d'après moi, ça va être long. Là. Ce ne sera pas avant la date limite des transactions, selon moi. Ouais, je suis entièrement d'accord. Puis non seulement ça, mais il faut que tu sois sûr de ta shot dans le sens qu'il faut que tu sois sûr que ton personnel qui est en place va faire le travail. Parce que Jeff Hoffman est quand même capable de faire le travail dans des circonstances qui sont moins critiques dans un match. Puis aussi surprenant que ça puisse paraître, si tu laisses aller Jeff Hoffman, il va être pris au balotage. Je pense qu'il va avoir au moins une formation qui va lui donner une chance, pas comme closer, mais dans un enclos qui est assez bien nanti, puis tu vas ajouter de la profondeur. Parce que si tu places Hoffman dans des circonstances qui sont favorables, moi, je pense qu'il peut faire le travail, puis il peut le faire à Toronto. C'est juste que là, cet enclos a été surtaxé, ce qui a fait qu'on a pris certaines décisions à certains moments qui ont placé Hoffman encore une fois dans les grosses situations de match. Ça n'a pas payé. Mais si on continue à voir nos blessés revenir au jeu, qu'on construit cet enclos-là, puis que Jeff Hoffman lance en 6e, en 7e manche, pour moi, je ne vois pas de problème. Il faut qu'on se glisse un petit mot ici sur Louis Varland parce que hier, on a vu à quel point il était pourri. Là. Il a donné un 2e point cette saison. Méchant, pas bon. Écoute, il a gonflé sa moyenne à quoi? 0,5 arc. Dégueulasse. Tu sais pourquoi qu'on ne parle pas de lui pour envoyer dans le 3A? Hein? Ouais, c'est ça. Puis il y a probablement des options. Ça fait tellement pas longtemps qu'il est dans le baseball. Non, mais pas que ça part. Écoute, Louis Varland, il continue d'impressionner. J'ai vu un classement fait maison, là, par on ne sait pas trop qui, là, des 10 meilleurs releveurs cette année, puis Louis Varland n'était pas là, puis les commentaires, c'était juste des fans des Blue Jays qui disaient excuse-moi de quoi tu parles. T'sais, il est vraiment là, les fans vont au battre pour lui. On commence, pas on commence, mais on apprécie de plus en plus Varland, qui a énormément lancé l'an passé en série, qui est utilisé à toutes les sauces cette année. Lui, c'est une vraie source de lumière dans cet enclos-là, dans lequel c'est pas toujours facile, là, mais lui, en voilà un sur qui tu peux compter. Oui, certainement. Puis moi, je suis très surpris de ça. Pas que je pensais pas qu'il y avait le potentiel puis le talent pour le faire, mais je le voyais pas dans cette situation de closer-là. Tu sais, je pensais que ça allait être un releveur qui allait mettre la table, qui allait lancer en 7e, 8e manche, très solide dans ces circonstances-là. Mais là, de le faire avec toute la pression qui vient avec la 9e manche, qui vient avec le fait de préserver une avance, c'est encore plus impressionnant parce qu'il n'y en a pas d'autres. C'est sur lui que ça repose, cette 9e manche-là. On l'a vu quand il a lancé en 8e puis qu'on était obligé de mettre Hoffman en 9e parce qu'on voulait que Varland affronte le cœur de l'alignement. Ça n'a pas fait. Donc, c'est sur lui que ça repose puis il fait le travail. Puis oui, il accorde un point, mais sur une saison, ça va arriver. Puis l'attaque a réussi à rattraper ce point-là dans la demi-manche suivante. Rappelle-toi, même pas à pareille date l'an passé, mais durant la saison morte, à vrai dire, il y avait même des discussions, pas pour cette année, mais de dire est-ce qu'un jour Louis Varland pourrait être transformé en lanceur partant? Puis cette année, c'était pas le temps. On voulait qu'il continue à s'habituer en relève. Puis il y avait déjà beaucoup de partants qui étaient débarqués en ville. Mais on dirait que c'est un gars que tu le mettrais partant, pas demain matin, donne-lui le temps de construire son bras, mais je suis sûr qu'il fonctionnerait. Puis tu le mets en 6e manche, puis ça va. Puis tu le mets en 9e manche, puis ça va. Puis il n'y a pas de problème avec Louis Varland. C'est un lanceur là, qui est vraiment impressionnant. C'est un couteau suisse. Un vrai couteau suisse. On a quelques commentaires ici sur Vlad. Louis qui nous dit qu'il doit être assis sur le banc pour une semaine. Qui rajoute aussi qu'il est au 233e rang pour les circuits dans le baseball majeur et qu'il n'en a aucun à domicile. Moi, je vais te dire ceci. À l'échelle du baseball majeur,
Il est chanceux que Fernando Tatis Jr. n'ait que 2 circuits. Il a frappé un walk-off aujourd'hui, le Tatis, c'est pour ça que je dis 2. Parce que sinon, l'emphase serait pas mal plus sur Vlad, qui en est à la première année officielle de son contrat. L'an passé, oui, le contrat était signé, mais ce qu'il a fait en série, c'était pas sur les termes de son nouveau contrat. Là, son nouveau contrat a commencé, puis c'est ça, il joue pas à la hauteur. Ça fait cher de la longue balle pour l'instant. Là, ça fait cher de la longue balle. Je vois pas. Je vois pas la lumière au bout du tunnel dans son cas, dans le sens que pas que il s'en sortira pas, mais il y a vraiment un problème de mécanique dans son élan qui fait qu'il ne frappe pas de longue balle. C'est pas seulement qu'il est dans une léthargie, il y a quelque chose de mécanique dans cet élan-là qui fait que son angle de sortie est très bas. C'est des balles frappées au sol ou frappées en flèche, donc on n'a pas cette puissance-là. C'est plus nécessairement ce frappeur de puissance d'antan, mais quand même, je pense qu'il y a une marge entre les deux. Il faut que Vladimir Guerrero, avec son gros contrat, c'est le visage de la franchise, il faut qu'il trouve un moyen de générer de la puissance puis de générer de l'attaque. Oui, il va probablement se mettre en marche en milieu de saison comme il fait très souvent, mais avant d'en arriver là, c'est pas seulement une question d'être hot ou pas, il va falloir qu'il règle ses petits problèmes au bâton. Ça, on est d'accord là-dessus. On est loin de Schwarber, d'ailleurs, qui a frappé son 24e coup de circuit de la saison. On n'est pas sur la même planète, disons. Non, c'est ça. Écoute, Louis qui nous mentionne justement en parlant des Jays, Ernie Clement connaît toute une saison cette année. Écoute, moi, je m'attendais à ce qu'il ne soit pas nécessairement à la hauteur de ce qui était en série, mais à ce qu'il ait quand même une bonne saison. À ce niveau-là, je suis quand même surpris, même si je savais qu'il y a ça en lui, mais c'est un frappeur qui est professionnel, il sait quoi faire, il est toujours égal à lui-même. Tu le places, aujourd'hui, il est à l'arrêt court parce qu'Imenez a un petit congé, puis il n'y a pas de problème. Sinon, tu peux l'envoyer au 3, il joue majoritairement au deuxième coussin. Présentement, Sébastien, si j'ai à remplir mon bulletin de vote pour le match des étoiles, c'est probablement lui que j'envoie comme partant au deuxième but. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, toi, tu disais que tu t'attendais quand même à ce que ça aille bien. Moi, je ne m'attendais pas nécessairement à ce que ça aille mal, mais je me disais, il a traîné cette équipe-là avec Vladimir en série l'an dernier. Puis, je me suis dit, bon, il ne le fera pas cette année. Il va bien faire son travail sans plus. Puis, c'est pas sur lui qu'il va reposer cette attaque-là, encore une fois, en 2026. Mais là, ça repose encore sur ses épaules, pas seulement lui, Okamoto également, mais quand même, il y a beaucoup de pression sur Clement. Puis encore une fois, il fait le travail. C'est vraiment impressionnant. Moi, je ne l'ai vraiment pas vu venir. Puis où en seraient les Jays sans Ernie Clement cette année? Eh boy, non, on ne serait pas du tout à la même place là, du côté de Toronto, je peux te l'assurer. Il y a des commentaires ici sur Springer. Springer est revenu sur Terre cette année, ça, c'était pas mal plus prévisible. Oui. Kirk ou Valenzuela, peut-être comme frappeur de choix. Ajoutons à ça peut-être un Pinyango. Il y a lui aussi là, qui nous mentionne là, que Springer en arrache cette année. Puis, tu sais, on vient d'en sortir un texte sur le passionmlb.com d'ailleurs, mais les Blue Jays qui envisagent d'envoyer Springer dans le champ droit ici et là sporadiquement. Ça, là, le message derrière ça, Sébastien, ça veut dire tu ne livres pas la marchandise. Là, parce que tu peux vivre avec un frappeur de choix qui produit, même s'il est là tous les jours. Regarde les Astros, regarde les Dodgers. Quand il est en santé, regarde les Yankees avec Giancarlo Stanton. Sauf qu'un frappeur de choix que tu ne choisirais pas comme frappeur de choix, ça te fait mal, surtout quand tu as un jam au poste de receveur, quand il y a beaucoup trop de voltigeurs aussi qui sont là. Mais une fois de temps en temps, il va falloir que tu laisses un petit peu plus ton poste, mon homme, parce que les performances ne sont pas au rendez-vous et les Blue Jays ont besoin d'un premier frappeur qui va donner le ton au match, qui va donner le ton au manche. Et présentement, Springer, il n'est pas du tout ce gars-là. On n'a pas le luxe chez les Jays d'avoir un frappeur de choix qui ne frappe pas. Donc, la seule solution pour l'instant, c'est oui, l'envoyer un petit peu plus régulièrement dans la droite. Mais est-ce que le fait de l'envoyer en défensive va aider son coup de bâton à son âge? Tu sais, souvent, il y a des frappeurs qui disent ça m'aide d'être au champ extérieur, d'être en défensive, je suis un petit peu plus dans le match. Ça me permet d'être focus puis de ne pas nécessairement penser juste à mon apparition au bâton. Mais dans le cas de Springer, ça le ménage de ne pas aller en défensive. Je ne pense pas que ça va l'aider nécessairement à sortir de cette torpeur-là. Donc oui, ça va peut-être permettre d'avoir
une rotation à 3 receveurs, un qui s'en va au poste de frappeur de choix, mais ça ne fera pas en sorte que George Springer va plus produire offensivement, selon moi. On parle de receveur. On a une question ici. Quelle est la valeur de Tyler Heinemann s'il est échangé pour éviter le renvoi? Il n'y a pas beaucoup de valeur. Là. Je ne te dis pas que les Blue Jays, il va falloir qu'ils payent pour le sortir de là, mais tu ne recevras pas grand-chose. Tu sais, c'est un bon joueur défensif, c'est un bon joueur, un bon coéquipier, mais tu sais, c'est un receveur, un second receveur qui ne frappe pas cette année. Je ne pense pas qu'il y a beaucoup de valeur. C'est pour ça que j'ai l'impression que les Blue Jays aussi vont vouloir essayer de le garder parce que sa meilleure valeur est ici. En fait, le problème, c'est que Sébastien, si tu échanges Tyler Heinemann contre des peanuts, après ça, ça va te coûter pas juste une peanut, ça va peut-être coûter 2 ou 3 peanuts pour aller rechercher le même genre de joueur parce que là, tu vas être dans le trouble si jamais il y a une blessure. Donc, c'est pour ça aussi qu'on essaie de. Tu sais, qu'il y a tout ce débat-là d'essayer de garder la profondeur qu'on n'a pas beaucoup au 3A. Parce que s'il y avait beaucoup de profondeur dans le 3A, il n'y en aurait tellement pas de problème. Mais il est là le problème, c'est que sa meilleure valeur est vraiment tombée. Oui, exactement. Puis je pense qu'il va y avoir plusieurs équipes qui vont être dans le derby, entre guillemets, Tyler Heinemann, parce qu'on cherche des receveurs partout dans la ligue. On cherche des solutions au poste de receveur. Donc, oui, il va y avoir plusieurs candidats à acquérir ses services, mais ça ne fera pas une surenchère dans son cas. T'sais, on ne paiera pas très cher. Si le prix monte, il va y avoir des équipes qui vont reculer. Donc, on va être capable de se départir de ses services si c'est ce qu'on veut chez les Jays, mais on n'aura pas la lune en retour. Louis ici nous demande quand est-ce que Barger va revenir au jeu. On n'a pas de date précise à offrir. On sait qu'il a recommencé à frapper en Floride. Écoute, est-ce que je serais surpris de le voir jouer des matchs de rééducation la semaine prochaine si ça va bien? Je ne sais pas, peut-être. T'sais, moi, j'ai l'impression qu'un scénario optimiste, ce serait peut-être dans 2 semaines, mais j'ai l'impression que je parle à travers mon chapeau parce qu'on ne le sait pas exactement. Ouais, tu sais, un 3-4 semaines, là, je pense que c'est réaliste. Là. 2 semaines, ce serait idéal pour les Jays, puis ça serait une excellente nouvelle. C'est ça, si tout va bien, là, vraiment. C'est ça, exactement. Mais tu sais, je pense qu'on est en train tranquillement de placer nos pions puis de lui laisser le temps de revenir, parce que quand il était revenu au jeu, ça n'avait pas duré très longtemps. Je pense pas, tu sais, c'est pas nécessairement la même blessure, mais on ne veut pas revivre la même chose. On veut qu'il soit là pour le reste de la saison. Je pense qu'on va prendre notre temps, même si on a besoin du coup de bâton de Barger dans l'alignement puis de son bras également. D'ailleurs, là, en finissant sur les Blue Jays, là, juste une petite mention honorable à Spencer Miles, là, qui a été dans la rotation. Il y avait toujours un opener devant lui, mais il était utilisé aux 5 jours à donner tout ce qu'il y avait dans le bras. Donc, appelons ça un joueur dans la rotation. Il a flanché un peu vers la fin parce que le nombre de manches commençait à lui rentrer dans le bras. Et là, il va retourner dans un rôle de relève plus adapté à lui, mais dans une certaine mesure, beaucoup moindre que l'an passé. Il aurait été un peu comme Eric Lauer l'a été en 2025, c'est-à-dire il aura sauvé cette rotation-là à certains égards. Oui, puis je pense qu'il a donné tout ce qu'il pouvait. Là. Je pense qu'il n'y avait plus rien là, quand on l'a retiré de ce rôle-là. Là, il a fait tout ce qu'il pouvait, puis il l'a très bien fait. On parlait où en seraient les Jays sans Ernie Clement. Je ne dis pas qu'il a eu le même impact, mais quand même, ça l'a fait une différence durant cette période qui était plus difficile. Sébastien, ça fait le tour de ce qu'on a pour les Blue Jays. Allons voir ce qui se passe ailleurs dans le baseball majeur. La semaine passée au podcast, je t'ai demandé « Es-tu inquiet par rapport à Aaron Judge? » Tu m'as répondu « Oui, par la force des choses, il faut l'être. » Aujourd'hui, je ne te reposerai pas la même question parce que je connais définitivement la réponse, mais je vais te mettre celle de Matt ici. J'ai une question pour Sébastien. Nous sommes rendus au mois de juin et Aaron Judge est blessé. Est-ce que tu es nerveux avec les Yankees pour le reste de la saison ou pas du tout? Nerveux, non. J'ai hâte de voir comment ils vont se débrouiller. Pour l'instant, j'aime ce que l'attaque des Yankees fait. Là. Okay. On répond très bien. Puis c'est des joueurs comme Anthony Volpe, Caballero, Ryan McMahon qui font le travail, entre autres. Bien sûr, Bellinger tient le fort, Ben Rice également, mais... Avec Paul Goldschmidt, là, c'est quoi cette fontaine de jouvence-là? Oui, exactement. Oui. Surtout contre les gauchers, là, mais quand même, il fait un excellent travail à ce niveau-là. Donc, jusqu'à maintenant, je suis surpris même du travail qu'on fait offensivement du côté des Yankees. Reste à voir. Est-ce que ça va durer dans le temps? Souvent, au mois de juin, on a beaucoup de misère chez les Yankees. C'est là que ça commence à casser. Jusqu'à maintenant, ça tient.
Puis je pense que Brian Cashman va faire ses devoirs, puis il va ajouter une pièce à cette attaque-là en sachant que la situation d'Aaron Judge n'est pas très claire. Oui, il va revenir à un certain moment dans la saison, mais à quel moment puis dans quel état, c'est le joueur le plus important. Donc, tu dois quand même essayer de combler cette perte-là. Il n'y a personne qui va combler la perte d'Aaron Judge, mais il faut quand même ajouter une pièce pour aider les éléments qui sont en place. Il y a Richard ici qui mentionne Jazz, depuis qu'il se la ferme, c'est pas mal mieux. Est-ce qu'on est surpris? Est-ce qu'on est surpris? Qui l'a cru? On n'en a jamais parlé de ça, hein? Jamais. Là, il se met à performer. Ça doit être une coïncidence. On parle souvent de coïncidence, Charles. Moi, je suis persuadé. Ça en est une autre, oui. Oh, oui. Moi, dans la vie, là, je crois définitivement au hasard. Là. Ça, ça en est un. Oui. Restons dans le milieu de l'avant-champ. La position d'arrêt-court, évidemment, qui fait jaser là, depuis la blessure de Caballero. Ça amenait au rappel de Anthony Volpe. Et là, Volpe, quand il joue, il est à l'arrêt-court et c'est Caballero qui se déplace. Même si Caballero est meilleur défensivement, évidemment, on s'entend que Volpe est moins polyvalent. Là, on est dans une situation où le joueur que tu veux vraiment faire jouer, tu es appelé des fois à l'amener dans le champ droit. Tu as probablement vu aujourd'hui justement la collision qu'il y a eu avec Trent Grisham au champ centre. Grisham, il avait une face, je ne veux pas lui prêter des intentions, mais il avait une face de « et que tu n'avais pas d'affaires là, mais je te laisse parce que, regarde, tu n'es pas habitué de jouer au champ droit, puis tu nous dépannes, puis tu es un bon frappeur, puis qu'est-ce que tu fais dans le champ droit quand tu devrais être à l'arrêt-court? » Mais c'est pas simple, cette situation-là. D'ailleurs, Aaron Boone, qui, je ne sais pas si tu l'as vu, mais c'est-tu avec John Boy qui a une intervention toutes les semaines? Oui, John Boy. Et ils l'ont rincé un peu par rapport à pourquoi tu n'utilises pas plus Caballero à l'arrêt-court. Puis il y a un gars qui est tout le temps là, puis ça ne marche pas, puis c'est Volpe. Puis il y a une insatisfaction là, qui monte. Là. Olivier qui nous le mentionne aussi là, avec sa pitoyable moyenne au bâton. Est-ce que tu penses qu'on va prendre la décision à un certain point de le renvoyer Volpe dans le 3 ou tu penses qu'on va essayer de continuer avec les deux le plus longtemps possible? Ben, tu sais à quel point je l'ai varlopé, Volpe, là, par le passé, là, en ne sachant pas qu'il était blessé là, par moment, là, mais quand même, défensivement, Volpe, il semble être en santé, puis il fait le travail. C'est 100 fois mieux que l'an dernier. Donc, au point de vue défensif, je ne pense pas qu'il y ait de problème. Oui, il y a sa très belle moyenne au bâton, mais je pense qu'il prend des bien meilleurs élans que l'an dernier, puis que ça va débloquer. Il y a quand même des gros coups sûrs jusqu'à maintenant cette saison. Il y en a un cet après-midi encore une fois. Donc, je ne dis pas qu'il n'est pas chanceux. Aaron Boone dit que c'est de la malchance dans son cas. Je n'irai pas nécessairement jusque-là, mais je vois des belles choses. De là à le mettre aussi régulièrement à l'arrêt-court, c'est un petit peu là que j'ai un problème. Je ne l'enverrai pas dans le 3A, je le garderai dans les majeurs, mais Caballero, c'est ton joueur d'arrêt-court présentement, c'est lui qui performe au bâton et il performe défensivement, puis il faut que tu arrêtes de le promener aussi. C'est pas facile de jouer à plusieurs positions puis de garder sa concentration au bâton en même temps. Donc, moi, je réduirais le temps de jeu de Volpe un peu pour en donner un petit peu plus à Caballero. Richard qui nous dit ici, les Yankees ont tellement besoin d'un bon frappeur droitier. Mike Trout, non. Ouais, non. La première portion, oui. Après ça, non. Mike Trout, là, moi, j'ai cet avis-là pour toutes les rumeurs de transactions. C'est présentement, ça va bien, puis c'est le fun de voir Mike Trout en santé. Puis on le voit quand il est en santé, il peut performer, puis c'est beau, puis c'est le fun. Mais c'est dommage, Sébastien, mais il va se reblesser. C'est inévitable. Puis même s'il ne se reblesse pas, est-ce que c'est un pari à 150 millions de dollars que tu veux prendre? C'est une équipe? Parce que c'est ça qui reste à toucher sur son contrat. Là. Puis même si ce n'est pas plus, mais c'est au moins un 150 millions de dollars. Hey, tu vas t'en mordre les doigts, c'est un propriétaire. Là. Puis pourquoi Arte Moreno retiendrait 75, 90, 100 millions de dollars pour l'envoyer ailleurs, à moins que ce soit explicitement la demande de Mike Trout? Mais je ne vois pas Mike Trout être échangé à ce point-ci. Ça se tient pas. Ça se tient pas. Tu peux pas... Écoute, les propriétaires poussent tellement pour un plafond salarial, puis là, tu irais te chercher ce gros contrat-là. Ça ne marche pas. Là. Ça marche pas. Non. C'est sûr que dans le cas des Yankees, ce serait extraordinaire de l'avoir qui est dans le haut de l'alignement avec Aaron Judge en santé. Là, mais pour moi, aussi, ça n'arrivera pas. Si jamais
il y a une possibilité que Mike Trout ait échangé. Pour moi, c'est à Philadelphie. S'il y a une équipe qui va trouver un moyen d'aller chercher Mike Trout, puis qui va trouver un moyen de peut-être pas de fourvoyer les Angels, là, mais que les Angels en prennent plus qu'ils devraient. Pour moi, c'est les Phillies. Puis, comme tu l'as mentionné, ce serait à la demande de Mike Trout qui voudrait revenir à la maison. Mais sinon, là, je ne le vois pas atterrir ailleurs. Là. Puis encore là, les Phillies, s'il est échangé, je ne pense pas que ça va être maintenant que ça va se passer. Puis dans une couple d'années, les Phillies ne seront peut-être plus à un moment où est-ce qu'ils ne vont pas gagner la Série mondiale. Donc, j'ai l'impression qu'il va peut-être avoir une espèce de rendez-vous manqué dans ce cas-là. Donc, non, j'ai de la misère. Présentement, je ne crois pas à une transaction qui implique Mike Trout, pas avec ce contrat-là. S'il y avait un contrat qui se terminait l'an prochain, je te dirais, là, c'est peut-être possible. Là, ça peut être autre chose. Mais il reste encore, je pense, 6 ans et demi de contrat. Ça fonctionne. Puis quand il va être rendu à une année de la fin de son contrat, il va être trop tard. Donc. Oui. C'est un contrat qui a été signé pour qu'il ne soit pas... Tu sais, les contrats qui se terminent vers la quarantaine, c'est un peu ça. Là. Puis, tu sais, Guerrero, ce sera ça aussi. Puis, je ne dis pas ça parce qu'il y a des insuccès, mais je dis ça parce que c'est un gars qui est signé jusqu'à sa saison de 39 ans. Donc, il va être agent libre à 40. Tu ne peux pas l'échanger à 33 parce qu'il va y rester 7 ans de contrat. Puis, tu ne peux pas l'échanger à 38 parce que probablement qu'il n'avancera plus. Donc, tu sais, ce genre de contrat-là, c'est fait pour que tu restes avec ton organisation. À moins que tu sois DFA, mais écoute, les Angels ne sont pas du tout en train de penser de le payer dans le vide pour qu'il signe au salaire minimum ailleurs. Ça, c'est impossible. Puis les Angels, quand ils l'ont signé, c'était justement pour le garder jusqu'à 40 ans. Le but, tu as Mike Trout dans tes rangs, tu veux le garder, tu signes un gros contrat, puis c'est tout à fait normal. Ça, c'est juste pas produit de la meilleure des façons, mettons. Oui, je pense que jusqu'à preuve du contraire, puis peut-être que la preuve du contraire arrivera dans quelques saisons, mais jusqu'à preuve du contraire, on veut que la totalité des matchs de Mike Trout soient disputés dans l'uniforme des Angels. Mais on ne veut surtout pas l'entourer, par contre. Mais non, il y a des limites. Oui, c'est ça. Il ne faudrait pas pousser. Là. Non. On y a donné dans le temps le Pujols puis Ohtani, fait qu'il arrête de se plaindre. Oui, OK. Qu'il arrête de se plaindre comme si c'était déjà plein publiquement. Oui, c'est ça le pire. Il n'a jamais dit un mot. Matt nous dit, continuons sur les Yankees, est-ce que Garrett Cole sait comment courir au premier but? Hier, j'ai vu une séquence qui n'a pas totalement couru, finalement touché avec sa main qui lance. Ça, probablement que tout le monde a retenu son souffle à New York. Il y a aussi eu la séquence où il a couru au premier but pour vrai et le broadcast des Guardians ont dit « Oh, il a appris comment courir au premier. » J'ai trouvé ça beau. Oui, le broadcast des Guardians, ça a l'air d'être assez spectaculaire. Hein? Je peux pas dire que je l'écoute sur une base régulière, mais quand il y a des petits highlights qui sortent comme ça, c'est ça. Oui, ça sort souvent de Cleveland, surprenamment. Là, Cleveland, on sait qu'il n'y a pas grand-chose qui sort de là, mais quand même, le broadcast a l'air d'être intéressant. Mais oui, peut-être que Garrett Cole pourrait pratiquer ce genre de jeu-là. C'est un jeu qui a fait très mal par le passé en 2024. Mais quand même, de la façon qu'il lance, s'il décide que ça, il laisse de côté, on est peut-être capable du côté des Yankees de vivre avec ça. Ça va assez bien. Là. Ça va bien, son retour au jeu quand même. Je suis très surpris de la façon qu'il est revenu au jeu. Là. Je ne m'attendais pas à ça. Je me suis dit, bon, il va redevenir peut-être le Garrett Cole des années passées, au mois de juillet, vers le début du mois d'août, en partant. Dès son retour, il était arrivé. Oui, exactement. Moi aussi, je suis à la même place. Je m'attendais à ça après la date limite des transactions. Il laissait peut-être un 2 mois où, sans être pourri, mais que ce soit des hauts et des bas, puis que tu ne saches pas trop. Non, là, on sait à quoi s'en tenir. Garrett Cole est de retour. Puis, écoute, peut-être que ça changera dans les prochaines semaines, mais présentement, après un an et demi, à se dire, mon Dieu, les Yankees auraient peut-être juste dû le laisser devenir agent libre il y a un an et demi. C'est pas ce qu'on se dit présentement. Là. Garrett Cole est là, puis tout le monde en profite parce qu'il faut que tu gagnes dans les prochaines années. Qu'est-ce qu'on n'arrête pas de dire, justement? Les Aaron Judge et Garrett Cole, leur prime va passer éventuellement. Il faut que tu gagnes pendant qu'ils sont dans leurs belles années. Là, évidemment, Aaron Judge est blessé, mais on ne s'attend pas à ce qu'il reste le reste de l'année. On s'attend à ce qu'au mois de septembre, il soit en pleine forme. On s'attend à ce que Garrett Cole, en septembre, soit en pleine forme. Donc, il faut que tu profites de ces deux fenêtres-là. Il faut que tu profites de Super Jazz aussi, tandis qu'il est là. De Anthony Volpe qui frappe pour 0,50. Mais non, il faut que tu profites de Cole et de Judge pendant qu'ils sont dans leurs bonnes années. Et écoute, peut-être que dès l'an prochain, ce ne sera plus pareil. Mais là, si Judge revient en santé, tu es encore dans une année où les deux peuvent être à gagner.
C'est ça qui fait que je ne suis pas tant nerveux pour l'instant avec l'absence d'Aaron Judge parce que, oui, l'attaque, peut-être qu'elle va tomber dans un creux de vague bientôt, mais avec la rotation qu'on a, avec un Garrett Cole qui est en pleine forme, Cam Schlittler qui est présentement candidat au Trophée Cy Young, Carlos Rodon, on a une excellente rotation en place, puis c'est elle peut-être qui va tenir le fort pendant l'absence de Judge. Puis t'as Freed éventuellement qui va revenir aussi. Puis pour l'attaque, là, en quelle année il était rentré, Judge, dans la clôture des Dodgers? C'est-tu en 2023? Oui, parce que 2024, ils sont allés en série mondiale. Oui, c'est l'année précédente. Ouais. C'est ça, 2023. Mais peu importe l'année, en 2020, cette année-là, quand Judge est tombé, l'attaque est tombée vraiment à plat. Comme tu dis, il y a des chances que cette année, ça diminue. Évidemment, tu enlèves le meilleur frappeur du monde. C'est sûr que ça aura un effet à un certain point dans quelques semaines. Mais on ne tombera pas aussi bas qu'on est tombé chez les Yankees en 2023. On a plus de ressources. L'équipe est plus intéressante. C'est une belle mouture des Yankees dans une saison où l'américaine est poche en plus. Donc, c'est une bonne année pour être bon. Ils ont du jeu un peu si jamais il y a des creux de vague. Donc, non, on est en bonne position chez les Yankees. Ça va surtout comparé aux grands rivaux de Boston pour qui tout va mal. C'est incroyable. Je sais pas j'ai pas de question. Juste tout va mal. Vas-y. Ben c'est ça. Je ne sais pas comment cette organisation-là est gérée en ce moment. Puis là, on mentionne que Craig Breslow, on n'a pas l'intention de le congédier. On peut le comprendre parce que c'est lui qui a pris la décision de congédier Alex Cora et environ 14 entraîneurs. Là. Donc, c'est sa décision. Les propriétaires ont dit qu'ils étaient d'accord avec cette décision-là. Donc, oui, on veut lui laisser la chance de se prouver. Mais on dirait que de semaine en semaine, il arrive toujours quelque chose à Boston, soit des histoires du passé, soit des histoires récentes. Il n'y a rien qui va du côté des Red Sox. Puis là, ben, ça va être l'heure des décisions aussi. On parle d'échanger Aroldis Chapman. Donc, cette saison-là, ça en va nulle part. Puis, pourquoi est-ce qu'on continuerait avec Breslow au terme de la présente campagne? Il n'a pas prouvé qu'il était capable de monter un club compétitif jusqu'à maintenant. Puis je ne pense pas qu'il va le faire dans le futur. Les propriétaires veulent revenir aux Red Sox qui étaient compétitifs, qui remportaient des séries mondiales ou à tout le moins qui se rendaient beaucoup plus loin en séries éliminatoires. Donc, je ne sais pas quelle tangente on va prendre à Boston, mais ça va prendre un coup de barre. Là, parce que là, présentement, tu sais, puis on s'en allait dans la bonne direction. Là. C'est ça le pire. Là. On voyait que ce club-là était bien construit. On avait des bons jeunes. On faisait les bonnes choses. Puis du jour au lendemain, on l'a complètement échappé. Donc, il va falloir renverser la vapeur. Puis il va falloir le faire tôt parce que sinon, on va en payer le prix beaucoup plus tard. Puis là, on ne sera pas capable de sortir de là avant plusieurs années. Drôle de gestion quand même chez les Red Sox. Puis là, tu vois avec un Brian Bello qui a une mauvaise saison, qui a été envoyé en bas. Avec lui et Christian Campbell, ça fait quand même 2 gros salaires qui sont en bas. Tu as beaucoup d'argent aussi sur la liste des blessés. Et outre l'argent, les blessures n'excusent pas tout, mais quand tu as ton meilleur lanceur puis ton frappeur d'avenir, non seulement qui sont sur la liste des blessés, mais qui ne progressent pas. Hein? Un Garrett Crochet, là, à chaque mise à jour, c'est je ne suis pas capable de lancer, je ne suis pas capable de lancer. Roman Anthony, c'est ça ne marche pas, je ne suis pas capable de me lancer, je ne suis pas capable de me lancer. Je ne vois pas comment ces gars-là peuvent revenir avant le match des étoiles à ce point-ci, si je dis le match des étoiles. Si ça va bien, là, serais-tu complètement surpris d'apprendre que Crochet ne lancera pas de l'année à ce point-ci? Non. Il y a tellement des reculs, puis des reculs. J'ai l'impression qu'Anthony va revenir parce qu'un frappeur, c'est peut-être moins payé qu'un lanceur, mais c'est mauvaise nouvelle par-dessus mauvaise nouvelle. Tu places un gérant recru dans cette situation-là. Tu sais, Chad Tracy, c'est-tu un bon gérant? Je ne le sais pas. Il y a tellement d'affaires qui se passent autour de lui que je ne peux pas juger si c'est un bon gérant ou pas. J'ai l'impression que ça l'est, mais écoute, si Alex Cora n'arrivait pas à faire quelque chose avec ça, comment tu veux que Chad Tracy fasse de quoi? T'sais? Voilà. Est-ce que Alex Cora est un mauvais gérant parce que rien n'allait à Boston? Non. Donc, Tracy n'est pas un mauvais gérant non plus. Puis oui, dans le cas d'Anthony, je pense qu'il va revenir au jeu, mais encore là, son début de saison, c'était pas extraordinaire, là. Donc, il n'y a rien qui va à Boston. C'est pas seulement une question de blessure. Oui, ça fait partie de l'équation, mais il y a plein d'autres choses qui expliquent ça. Puis une d'elles, c'est le manque de leadership qu'on a depuis au moins 2 ans à Boston, qu'on pensait avoir réglé, qu'on a laissé aller Alex Bregman. Oui, ça ne va pas très bien. On avait réglé.
Qu'on avait réglé, oui, exactement, parce qu'on s'est rendu en séries éliminatoires, personne ne les attendait là. Donc, Alex Bregman faisait partie de cette équation-là, faisait partie du succès de l'équipe. On le laisse aller. Oui, ça ne va pas très bien présentement pour lui avec les Cubs, mais ça allait bien en début de saison. Je pense qu'il va sortir de cette mauvaise séquence-là. Puis du côté des Sox, il n'y a plus rien qui va là. Donc, tu sais, il y a une partie de ces déboires-là à Boston qui sont explicables par le manque de leadership à l'intérieur de l'équipe, mais au deuxième étage aussi. Puis, tu sais, les joueurs des Red Sox le savent qu'il y a un modus operandi là, du côté de Boston. Aux 4 ans, on congédie le patron des opérations baseball. Ça a toujours été ça. L'architecte de 2013 est parti rapidement. L'architecte de 2018, c'était Dave Dombrowski. Il est parti avant la fin de la saison 2019. Donc, ça n'a même pas pris. Il n'a pas pu célébrer les 1 an de sa conquête dans son bureau à Boston. Il avait déjà été congédié. M. Bloom, ça a pris 4 ans aussi. Donc, il y a toujours un 3-4 ans. Et là, tu regardes la cacophonie qui se passe. Les gars, ils savent qu'éventuellement, le patron baseball va sauter. Puis là, ben, il va y avoir de l'incertitude chez le gérant. Puis il y a de l'incertitude du côté des propriétaires parce qu'ils vont-tu dépenser, ils vont-tu pas dépenser. Mais oui, t'as beau dire ce sont des professionnels et ils doivent faire fi de ça. Mais c'est parce qu'il y a autant d'incertitudes au-dessus de ta tête et que tu n'as pas de leadership dans le vestiaire, qu'est-ce que tu veux que ça fasse d'autre? Tu ne peux pas vivre toujours dans l'incertitude et dans l'instabilité. Du côté des Yankees, Brian Cashman est là depuis 1942. Là. Donc, je ne dis pas nécessairement que c'est la meilleure chose à faire. Juste milieu, hein? Oui, c'est ça, exactement. On peut avoir quelque chose entre les deux. Ça prend une certaine stabilité pour que tu aies le temps de construire quelque chose. Puis, moi, ça me fascine. Un gars qui construit une équipe gagnante, là, on sait à quel point c'est difficile de construire une équipe gagnante dans le sport professionnel aujourd'hui. Le gars réussit à faire ça, puis à chacune de ces 2 occasions-là, c'est pas le même gars, là. À chacune des 2 occasions, tu le congédies l'année suivante ou quelques temps après. Tu sais, pourquoi ne pas continuer dans cette veine-là? Il a construit cette formation-là. Je pense qu'il doit être capable de continuer. Mais là, on est en train de changer à tous les 4 ans, puis on recommence le cycle. Oui, ça a fonctionné en 2018, si je ne me trompe pas. Ouais. Donc, oui, ça a fonctionné. Mais là, depuis ce temps-là, c'est très, très difficile à Boston. Oui, c'est plus que difficile. On n'a pas fait les séries souvent. On les a. Tu sais, même la petite saison de 2020, ça a été une catastrophe. On a fait les séries en 2021, ça a été une belle run. Ils ont fait les séries l'an passé. Mais sinon, on n'a pas fait souvent les séries là, sous Alex Cora dans les faits. Donc, à Boston, tu ne peux pas ne pas faire les séries. Là, avec, c'est pas une petite marché. Évidemment, ils peuvent. Oui, ils ont trouvé le moyen, mais ils ne peuvent pas se le permettre, je te dirais. Non, c'est ça. Je comprends ça. On n'est pas dans un marché du milieu des États-Unis. Là, c'est Boston. Boston avec des moyens, puis qui devrait utiliser ces moyens-là pour gagner avec des partisans qui sont là, qui veulent que leur club gagne. Puis là, il commence à avoir beaucoup, beaucoup de grogne à Boston chez les partisans. Matt nous demande est-ce que les Red Sox sont frappés par un Bambino 2.0 avec l'échange de Mookie Betts à LA? Depuis l'échange de Mookie Betts, les Red Sox sont mauvais rares. Tu sais, c'est pas complètement faux dans le sens où il y a 3 séries mondiales à Los Angeles depuis ce temps-là. Les Red Sox n'ont même pas fait les séries 3 fois depuis ce temps-là. Puis comme tu le dis, c'est les Red Sox de Boston, c'est pas un club du milieu des États-Unis. Tu sais, il y a eu des mauvaises. Tu sais, Devers, là, ça a été une mauvaise. Tu sais, oui, tu as sorti quelque chose, bon, c'est correct, là, mais le retour a été abominable. On en a parlé, puis les effets de ça, tu sais, tu as fait de la place à Bregman que tu as laissé partir. Tu sais, oui, il y a probablement une espèce d'effet de malédiction du Bambino quelconque parce que faut que ça s'explique d'une certaine façon, là, c'est de voir, là. Ben, ça s'explique entre autres parce que tu échanges des joueurs et tu n'as rien en retour, puis pas n'importe quel joueur. Des joueurs que tu ne peux pas te tromper. Mookie Betts, tu ne peux pas te tromper. Rafael Devers, tu ne peux pas te tromper. L'échange de Chris Sale, là, il ne pouvait pas se tromper encore une fois. Puis tu échanges ces 3 gars-là, puis au final, tu reçois absolument rien. Tu laisses partir Xander Bogaerts, même si c'est un mauvais contrat qu'il a signé à San Diego. Tu avais besoin de Xander Bogaerts. Voilà. Puis à la limite, si tu le laisses partir, il faut que tu trouves un moyen d'avoir quelque chose pour combler sa perte. Oui, c'est pas un bon contrat, mais ça ne reste pas un mauvais joueur. Là. Donc, tu n'as absolument rien en retour. L'échange de Devers, il n'y a plus personne qui est encore là à Boston. On les a rééchangés, on les a envoyés dans le 3A. Il n'y a plus personne qui est là, puis on n'a eu rien en retour encore une fois. Caleb Durbin, ce n'est pas le joueur qu'on avait besoin à Boston. Donc,
c'est une question de... C'est le deuxième étage. Le deuxième étage ne fait pas son travail, puis ça se répercute aux étages inférieurs. Puis quand on a dépensé, on ne l'a pas fait de la bonne façon. Il y a une couple d'années, là, le 140, là, on le mettrait sur quelqu'un d'autre que Trevor Story avec du recul, tu penses? Peut-être. Il a eu beau avoir son 2 mois de gloire l'an passé, là, mais tabarouette, c'est pas un contrat qui va passer à l'histoire pour les bonnes raisons à Boston. Non, vraiment pas. Vraiment pas. Je veux qu'on glisse un mot sur Shohei Ohtani parce qu'il continue d'être absolument extraordinaire. Moi, il y a une phrase que tu as écrite dans un texte dans lequel tu parlais. Il lance depuis plusieurs semaines malgré une ampoule. Tu as écrit une phrase qui m'a fait rire parce que tu expliquais qu'il déréglait sa mécanique pour s'habituer aux ampoules. Et tu as dit vouloir voir ma mécanique être déréglée. C'est exactement comme ça que je voudrais que ça arrive. C'est incroyable. C'est incroyable. Le gars, sa mécanique est déréglée. Puis, il trouve le moyen de lancer un match de 6 manches sans accorder de points, de se rendre 5 fois sur les sentiers au bâton. Puis ça, c'est une petite soirée au bureau. Là. Dans son cas, c'est normal. Après le match, il fait sa petite conférence de presse bien tranquille, puis on passe au prochain appel parce que le lendemain, il retourne encore au bâton. Donc, il ne lance pas, mais il va quand même frapper. C'est incroyable ce que Shohei Ohtani fait. Oui, il y a un contrat de fou, ce gars-là, là, mais s'il y a un joueur qui mérite ce contrat-là, c'est Shohei Ohtani. Puis, tu sais, son contrat est quasiment coupé en deux parce que 70 millions aujourd'hui, c'est pas comme 2 millions aujourd'hui puis 68 dans 2 ans. Là. Évidemment, là, les intérêts, c'est les Dodgers qui vont les faire pendant ces 10 années-là sur son salaire. Donc, non, c'est pas tout le monde qui aurait pris ce contrat-là. C'est pas tout le monde qui a ses revenus publicitaires hors du terrain non plus, évidemment. Mais non, c'est la tempête parfaite pour Shohei Ohtani. Moi, ce que j'en remarque d'ailleurs, c'est que les Dodgers commencent à être un peu plus conscients aussi du fait que l'âge avance. Tu sais, bon, tu me diras que la première année, il ne lançait pas, puis la deuxième, il lançait très, très peu. Mais là, on lui laisse non seulement beaucoup de jours de congé, il ne va jamais super, super loin dans les matchs, mais aussi, ça arrive que les jours où il lance, il ne frappe pas, ou le lendemain, on va lui donner congé de frapper. Ce qui n'est pas une vilaine chose, parce que Shohei Ohtani, je ne te dis pas qu'il est vieux, évidemment, il est début trentaine, mais il n'y a plus 25, il n'y a plus 26, il n'y a plus 27 ans non plus. Je pense que d'être prudent dans son cas, c'est pas une vilaine chose. Puis ça fonctionne parce que tu regardes sa moyenne de points mérités comme lanceur, tu regardes son OPS comme frappeur, on dirait que Dave Roberts, c'est ce qu'il fait. Oui, je pense que oui. Puis Dave Roberts, il n'en a même pas besoin. C'est ça l'affaire. C'est que les Dodgers pourraient terminer comme dernière équipe repêchée, dernière équipe à se qualifier pour les séries éliminatoires, puis il n'y en aurait même pas de problème. On serait confiant de sortir du 2-3 en partant de la série wildcard, puis de se rendre jusqu'au bout comme on fait à chaque année. Puis à ce moment-là, on utiliserait Shohei Ohtani à toutes les sauces, puis jusqu'au bout, puis on le pousserait à la limite. Donc, de limiter ses présences au bâton quand il est au monticule, de limiter son nombre de manches, de limiter ses départs, c'est la meilleure des situations pour les Dodgers, puis ça va leur permettre encore une fois d'espérer se rendre au bout. D'un lanceur d'exception à un autre, imagine que toi, tu es un petit gars qui joue au baseball à Pittsburgh. Là. Oui. Là, il y a un char dans le parking qui doit être une belle voiture, j'imagine, parce que d'après moi, Paul Skeens ne doit pas conduire. En tout cas. Je connais pas assez les autos pour avoir un contre exemple. Et là, tout d'un coup, tu as Paul Skeens qui sort de cette voiture-là à la demande de personne et qui se pointe sur le terrain, qui se lance avec les petits, qui prend des photos, qui signe des autographes, qui probablement prend des photos avec les parents aussi, parce que d'après moi, il y a une couple de pères dans les estrades qui doivent avoir des étoiles dans les yeux. Et pendant 2 heures, plus de 2 heures, ils se pointent là. Incroyable. Puis après ça, ils rentrent chez eux. Puis, c'est pas, évidemment, tout le monde en a parlé. C'est pas lui qui en a parlé. C'est pas lui qui est arrivé avec son sel. Hey, bonjour. Non, lui, il a fait ça pour faire le bonheur des kids. Il est arrivé, il est reparti chez eux. Merci, bonsoir. Ça, c'est hot. Ça, c'est le genre d'histoire que tu fais. Ah, OK. Le gars, même s'il a l'air excessivement introverti, ce qui est probablement dans les faits, mais tu sais qu'il a probablement l'air awkward à certains égards, malgré tout, il a compris qu'il était pas du Ouais, c'est un joueur et un être humain exceptionnel. Tu sais, de faire ça, il aurait fait ça 5-10 minutes. Tu sais, aller taper dans la main des petits garçons, signer 2-3 balles, remonte dans son char,
Non, c'est pas ça, là. Plus de 2 heures. Non, Je sais c'est pas ça, si ça aurait vous été correct imaginez. aussi, juste 5-10 minutes, tu sais, mais. C'est ça, ça aurait été extraordinaire. Il n'y a personne qui fait ça ou presque. Là. Ce sont très rares les joueurs qui font ça. Ça aurait été extraordinaire, mais c'est pas ça qu'il a fait. C'est plus de 2 heures. Là. Imaginez-vous, là, c'est quand même long. Là. Ça reste une vedette du baseball majeur, un des visages de la MLB. Puis lui, Ouais. il se pointe là, puis il reste là. Puis c'est probablement que, je ne dis pas nécessairement que c'est ça qui est arrivé, mais peut-être qu'il y avait des interactions moins le fun que d'autres là, parmi ces gens-là. Là. Tu tombes tout le temps sur sur certains spécimens, mais quand même, il a pris le temps, puis pour lui aussi, ça devait être quand même quelque chose de voir. Tu parlais d'étoiles dans les yeux, là, les étoiles dans les yeux de ces petits garçons-là. Je pense qu'il a eu son retour sur investissement à ce moment-là. Ah, je suis pas mal sûr que oui. Ouais. Je veux qu'on parle niveau médical parce qu'évidemment, nous, on connaît ça. Là, on étudie en médecine tous les deux, donc on est bien placés pour en parler. C'est un sideline. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Tarik Skubal, avec l'opération qu'il y a eu, qui est une opération au niveau du coup, qui est un peu différente pour essayer de sauver du temps. C'est une absence qui était de 2 à 3 mois en temps normal. Avec cette nouvelle opération-là qui a été essayée, 1 mois plus tard, on le revoit dans les mineurs. Et là, dans les prochains jours, on va le revoir dans le baseball majeur si tout va bien. C'est un client de Scott Boras. Il a vu que ça a fonctionné ou que ça s'alignait pour fonctionner. Il a recommandé la même chose à Blake Snell. Si on est capable de couper de moitié le temps de guérison de certaines blessures, pas des gros Tommy John, mais des blessures un peu plus mineures au niveau du coude, et ça peut être game changer pour le baseball. Ça peut-tu guérir des cancers, cette opération-là? Parce que c'est assez spectaculaire, mettons. Là. Tu ne sauves pas quelques jours. Tu es capable de couper cette absence-là. Ça va être révolutionnaire dans le monde du baseball pour les lanceurs qui tombent au combat les uns après les autres. Là. De plus en plus, on le voit depuis quelques années, les lanceurs tombent au combat, puis c'est normal avec la vélocité des lancers, puis avec la façon qu'on lance cette balle-là, l'effet qu'on met dessus. Donc, si on est capable de... C'est pas idéal de se faire opérer, mais si on est capable de réduire le temps de récupération, ça va changer la donne. Je te pose la même maudite question qu'à chaque semaine. Il s'en va où, Tarik Skubal? Je ne sais pas. Là calme-toi un petit peu. Là, on sait qu'il s'en va. Okay. Là, la destination, là, ce sera pour une autre fois. Là. OK. Ben, moi, je vais en parler Moi, là, j'ai une prédiction. La destination n'est pas champ gauche, la façon d'y arriver va l'être. Moi, je pense que AJ Preller va échanger un tir releveur, pas Mason Miller. Évidemment, il n'échangera pas le meilleur lanceur du baseball ou l'un des meilleurs releveurs du baseball à San Diego. Il va échanger un gros releveur des Padres pour aller chercher plus d'espoir, puis il va encore plus vider sa banque pour aller chercher Tarik Skubal à la date limite des transactions, l'amener à San Diego pour essayer de gagner cette année. Si un gars qui peut le faire, c'est AJ Preller. C'est extraordinaire ce que ce gars-là peut faire avec un club de balle. Il peut faire ce qu'il veut, quand il veut. La transaction de Mason Miller l'a prouvé l'an dernier. C'est fou ce que ce gars-là peut faire. Moi, je vais y aller avec Philly. Moi, je pense que Philadelphie, on est dans une fenêtre où on doit gagner. Puis d'ajouter un bras de cette trempe-là dans une rotation qui est quand même déjà bien nantie. Tu t'arrives en séries éliminatoires, puis tu as Wheeler, Sanchez, Skubal dans l'ordre, dans le désordre. Arrange-toi avec ça, mon champion. Hey, imagine si, pour moi, l'ordre, jouons à ça, là, parce que Dave Dombrowski il est assez capable. Là. Ce serait Skubal, Sanchez, Wheeler. Oui. Imagine si à pareille date l'an passé, je t'avais dit Wheeler, là, ce serait mon 3e choix. Oui, c'est ça. Puis c'est où dans le baseball majeur que Wheeler est 3e lanceur dans une rotation? Là? Non, c'est ça. Il est à peu près le 3e meilleur lanceur du baseball. C'est ça, c'est ça. Fait que ce serait une acquisition extraordinaire pour les Phillies. Je ne sais pas si c'est ça qui va arriver, mais pour moi, ça va être ma prédiction pour l'instant. Mais il va y avoir des candidats aux portes, là. Puis ça va coûter cher. Ça va coûter cher. Absolument. Avant d'aller à la période de questions, un petit mot sur le fait que le stade olympique, finalement, on ne s'enligne pas sur des dispositions baseball. Évidemment, il n'y a personne qui se dit « Hey, si les expos reviennent, ça va être à temps plein dans le stade olympique. » Il n'y a personne qui se dit ça. On se comprend.
Ceci étant dit, on a vu dans les dernières années que si tu n'as pas un stade prêt à accueillir de la balle là, tu peux te couper des options de dernière seconde. Tu sais, l'an passé, les Rays sont restés dans la région de Tampa Bay. C'est correct, mais Montréal était une option. Ben, il n'était pas une option à cause du stade, mais en temps normal, si tout va bien, Montréal était une option. Je ne te dis pas qu'à chaque année, il y aura des ouragans qui vont empêcher là, les Rays de jouer au Trop et qui vont empêcher les Braves de jouer dans leur stade ou peu importe, mais si tu n'es pas une option, tu te coupes des options. Ah, c'est sûr et certain. C'est triste parce que ça va être ça là, dans les prochaines années. Il n'y en aura pas. Montréal ne sera pas une option. Je pense que ça va passer par l'expansion, mais cette expansion-là, à ce prix-là, je ne vois pas comment on pourrait réussir une ville comme Montréal à attirer un club du baseball majeur. Il va y avoir trop de villes qui vont passer devant Montréal avec des investisseurs qui vont vouloir investir dans ces villes-là et non pas à Montréal, puis on peut le comprendre. Cette solution-là, ça aurait été justement un déménagement, soit un déménagement rapide dans des circonstances particulières, puis après ça, on peut le prolonger si jamais il n'y a pas un autre stade qui est construit ailleurs, ou juste un déménagement, mais ça peut se faire rapidement aussi. Un propriétaire qui veut déménager son club, il ne peut pas l'amener à Montréal en ce moment, puis il ne pourra pas l'amener l'année prochaine, puis il ne pourra pas l'amener dans 2 ans. Donc, il n'ira pas à Montréal. Donc, ça va être très, très difficile. On le sait que l'espoir est faible, là, mais il est encore plus faible maintenant. On s'entend. Sébastien, on a quelques petites questions des auditeurs en attente, donc allons à la période de questions. Matt nous demande ici, selon vous, qui mérite le plus le Cy Young dans la nationale avec Jacob Misiorowski, Christopher Sanchez, Shohei Ohtani? Il y a tellement de candidats. Je ne te dis pas que Paul Skeens est le candidat numéro 1 en ce moment, mais son nom va circuler. Chris Sale, son nom va circuler. Il y a des gars comme ça. Ohtani, pour moi, c'est le nombre de manches. C'est ça qui va lui faire mal parce que quand il lance... Si la question était, mettons, quel lanceur tu veux pour un départ de 4-5 manches, là, Ohtani pourrait être pas mal plus dans la discussion. C'est rien pour y enlever. Il va avoir des votes, mais le nombre de manches va lui faire mal. Pour moi, en ce moment, ça joue entre Misiorowski et Sanchez. Pour l'instant, j'ai envie de le donner au lanceur des Phillies. Ceci étant dit, Sébastien, si Misiorowski continue de faire ça, ça se peut que d'ici une couple de semaines, ma réponse change. Oui, exactement. J'aime beaucoup le bonne chance dans la question. Là. C'est oui, ça. Bonne chance. Puis moi aussi, je suis d'accord, ça joue entre les deux. Dans quelle saison Misiorowski n'est pas le récipiendaire d'un trophée Cy Young? Oui, c'est ça. Avec les statistiques qu'il met au tableau. Mais là, tu as un Sanchez qui fait encore mieux. Puis le seul doute, c'est ça. C'est lequel va durer, puis lequel va durer le plus longtemps dans cette saison-là avec ce genre de performance-là. Puis peut-être même que ni l'un ni l'autre vont remporter le trophée Cy Young parce qu'il reste encore beaucoup de baseball. Là, c'est une décision qu'on prendrait en ce moment. J'irais moi aussi avec Sanchez, mais il peut se passer tellement de choses que peut-être que ces deux-là ne seront pas là, puis que ça va être Shohei Ohtani aussi. Là. Ça se peut, puis peut-être que les blessures peuvent changer la donne aussi, là, parce que si tu m'avais demandé il y a 2 semaines qui est le MVP de l'Américaine, ben, je t'aurais probablement dit qu'Aaron Judge est dans la course. Là, évidemment, avec cette blessure-là, ça change la donne. Donc, il y a tellement de trucs qui peuvent changer à ce point-ci de l'année que, oui, évidemment, là, c'est en date du 10 juin. Ça fait 2 mois et demi que la saison est commencée, mais ça peut changer très rapidement. Léandre qui nous mentionne ici, ce sera peut-être une question qu'on se gardera pour la semaine prochaine, Sébastien, parce que c'est une question qui est chargée, mais pouvez-vous prédire qui seraient les joueurs partants du match des étoiles, position par position? Écoute, à moins que tu veuilles me nommer 2-3 noms rapidement, mais je propose qu'on garde cette question-là et qu'on prenne le temps d'y répondre pour vrai. Puis tu sais, peut-être aussi qu'on en fera un texte là, sur le patch MLB. Là, c'est toujours un exercice qui est intéressant. Le vote qui est ouvert présentement là, pour ceux qui se le demandent. Mais c'est sûr, Sébastien, il y a quelques noms qui sont quand même assez inévitables en ce moment dans les 2 ligues. Là, je pense que si Shohei Ohtani n'est pas le frappeur de choix partant, je vais être très, très, très surpris. Même si Kyle Schwarber est là aussi et qu'il le mérite. Mais écoute, non, il y a quelques gars qui sont inévitables en ce moment.
Oui, exactement, exactement. On va se pencher plus profondément là-dessus, comme on le fait à chaque année. Mais juste, tu sais, je vais prêcher pour ma paroisse. Cam Schlittler avec les Yankees là, au Monticule, dans Ben ouais. l'américaine. Tu sais, je pense que c'est un no-brainer là. Il y en a plusieurs comme ça qui méritent, tu sais, sans contestation, d'avoir leur poste au match des étoiles. Puis comme à chaque année, malheureusement, mais il va y avoir des désistements, il va y avoir des blessures. Mais on veut avoir le plus grand nombre de joueurs vedettes à ce match-là. Dommage que Murakami se soit blessé à Oui, Chicago. Je ne sais pas s'il va être ouais. revenu à temps, mais ça, ce serait un candidat. Jordan Alvarez, qui, Mhm, qui a des grosses chances d'être là aussi. Qui me vient en tête, un gars comme Ben Rice, qui risque d'être au match mhm, des mhm, étoiles. ouais. Hey, Bryce Harper, monsieur élite, pour être Oh au oui, match des étoiles, d'en face de son président. c'est quand même quelque chose qu'un joueur pas élite se rende au match des étoiles, là. C'est un bel Ouais, accomplissement. moi, Ouais, ça me fascine. ouais. Ça donne beaucoup d'espoir aux jeunes, lâchez pas. Hein. Vous pouvez ne Ouais, pas être élite puis aller au match des étoiles du baseball majeur. c'est ça, c'est ça. Ouais. Puis si on se fie à la tendance de l'an passé, quand Mizurowski avait été partant, même s'il y avait 4 départs d'un majeur, ben peut-être que Braden Montgomery s'enligne déjà vers le match des étoiles. C'est quand même un bon départ des majeurs, ça. Correct. Correct, Correct. hein? Ouais, correct. Sans, toi, tu irais avec sans plus. Correct, sans Sans plus. plus, sans Ouais, OK, plus, sans OK, plus. d'accord. Tu sais, on Et c'est parle de vrai. mauvaises transactions des fois des Red Sox, puis je ne suis pas en train de te dire que ça c'est une mauvaise transaction, au contraire, mais je veux juste dire, il y a des équipes qui savent comment aller chercher Oui, des jeunes. Tu sais, quand les 4 gars que tu acquiers en 1 an et demi sont tous dans le baseball majeur, ça m'impressionne. Puis comme je te dis pas que les Red Sox regrettent, même malgré la blessure de Crochet. Au contraire, tu avais non, non. besoin de lui fois 1000. C'est ce qu'il fallait que tu fasses. Il fallait que tu payes. Tu as payé, parfait. Mais moi, je veux rendre hommage aux White Sox Oui. qui ont une meilleure saison de prévue, qui se construisent un beau petit club avec des jeunes qui poussent ensemble. Tu as ajouté Murakami, oui, il est blessé, mais il va revenir au jeu. Tu as tous ces éléments-là qui grandissent ensemble. Écoute, personne avait prédit cette saison-là pour les White Sox. Peut-être qu'ils vont s'effondrer d'ici la fin, mais en ce moment, chapeau. Oui, puis pour l'instant, on tient le fort pendant l'absence de Murakami. Là, est-ce que ça va durer? On ne le sait pas, mais pour l'instant, c'est pas parfait, mais on fait ce qu'on a à faire pour gagner nos matchs, puis on se maintient dans la course. Donc, c'est encore plus impressionnant. Une jeune formation, des fois, on peut s'écraser. C'est pas ce qui se passe. Mon père qui nous mentionne ici, je trouve Kyle Tucker un peu flat cette année avec les Dodgers. En effet. Oui, ouais, c'est un petit peu la suite de l'an dernier, je te dirais. Il était un peu flat avec les Cubs aussi par moment. Là. On lui a reproché un petit peu son éthique de travail. Là, il se retrouve dans une formation où il y a moins de pression, beaucoup de gros joueurs, mais il faut quand même qu'il prenne le lead parce que oui, c'est pas nécessairement sur ses épaules que reposent les Dodgers, mais Mookie Betts ne performe pas non plus. Donc, il faut que Kyle Tucker se lève. Là. Il est un peu payé pour ça. Un petit peu quand même, hein? C'est un petit salaire pour ce qu'il fait présentement. Là. C'est ça, c'est ça. Surtout avec l'impact de la taxe de luxe, là, c'est pas mal plus que 60. Fait que, non, non, Ouch. Ouais, va falloir qu'il se lève. Il est capable de le faire, mais il va ouais, falloir qu'il le fasse. ouais. Matt qui dit, je pensais que Charles allait dire que le MVP dans l'américaine est Cal Riley. Je considère toujours qu'il devrait être le MVP de 2025. Je serais un peu niaiseux de dire la même chose pour 2026. Il n'a pas frappé 2 bombes là, dans les mineurs en réhabilitation, je Je ne sais pas s'il a pense. frappé des. Je pense au Il me moins sem- un. Il y en a frappé ouais, deux, ça se peut. ben, il me semble que ça veut quand même rien dire parce que, mais tu sais, s'il Ouais. peut retrouver cette puissance-là au moins, Oui, oui, parce exact. que ça allait pas bien même avant sa blessure. Là. Ah mon Dieu, non, là, il a fallu qu'il prenne sa douche tout habillé, puis il s'est blessé. Puis, C'est ça. je prends des raccourcis, là, mais Tout ça est arrivé dans un laps de temps très, très restreint. Là. c'est ça, c'est C'est ça. ça. Matt, il dit je reviens avec le jeu Start Bench Cut, mais il Oh. y a 4 joueurs cette fois. Donc, On je ne fait sais quoi pas avec le si. quatrième, là? C'est un spare, on le met rover. OK. Non, mais écoute, OK. on va en mettre 2 sur le banc, tiens. Mais coupons la OK, poire en plein parfait. milieu. Parfait. Les joueurs. 4 joueurs dont le contrat risque d'être dangereux à long terme. Manny Machado, Guerrero, Tatis et Mookie Betts. Là, la question que j'ai, par exemple, c'est vu que tu parles de dangereux à long terme, est-ce que c'est des joueurs que tu choisis juste pour cette année ou c'est des joueurs que tu choisis avec leur contrat à l'âge qu'ils ont à long terme? Parce qu'ils n'ont pas le même âge non plus. Là. Non, c'est ça.
Parce que, tu sais, mettons, ça se tient un Manny Machado, il est vraiment plus vieux que les autres. Mais Mookie Betts est un peu plus vieux aussi. Mais, tu sais, Guerrero, Tatis sont un peu plus jeunes. Ouais. Prenons-les en ce moment. Prenons-les en ce moment. On se construit, mettons, un club avec ces joueurs-là. Là. OK, il nous a dit avec le contrat et à long terme. OK. Bon, je vais garder Vladimir. Vladimir, ça va être mon partant. Fernando Tatis va être sur le banc, puis je vais couper les deux vétérans. Machado et Betts, ça va pas très bien cette année, vraiment pas même. Puis on sent qu'on arrive un petit peu, pas nécessairement au bout du rouleau, là, mais on s'en va vers là tranquillement. Ça ne sera pas nécessairement facile dans les prochaines années. Les deux autres, oui, ça ne va pas bien, mais on le sait qu'on a le talent et qu'on a un peu plus de jeunesse pour s'en sortir. Puis si tu avais, mettons, en mettant un de plus sur le banc. Tu veux que j'en mette trois sur le banc? Non, mais deux sur le. Tu sais, un qui joue, deux sur le banc. OK, deux sur le banc. Là, tu as coupé les deux vétérans. Donc, si tu avais à en ramener un, là, tu ramènes. Je vais ramener Machado. Je ne sais pas, Betts, je le vois comme au bout de la corde. On ne l'a pas aidé en lui donnant autant de répétitions à l'arrêt-court. Je pense que ça l'a sorti complètement de sa game. S'il était resté au champ droit à sa position naturelle, c'est pas qu'il ne fait pas le travail à l'arrêt-court, c'est que rendu à cet âge-là, il ne doit plus prendre cette charge de travail-là. Puis ça a tellement d'impact sur son jeu au bâton. Je vais garder Machado. Excellent défensivement. Oui, il connaît sa part d'ennui offensivement cette année, mais pour moi, c'est le joueur qui va t'amener plus en ce moment que Betts. Moi, tu vois, je vais garder Fernando Tatis sur le terrain et mettre Vlad sur le banc. Donc, mais ton point se tient aussi. Je pense que la polyvalence défensive fait peut-être un peu la différence entre les deux, mais à ce point-ci, écoute, tu me dirais que tu décides de conserver Vlad quand même, puis tu te dis, avec les séries qu'il a connues, je décide de le garder, ça aurait été un bon argument aussi. Mais Tatis, à son meilleur, c'est un des joueurs les plus électrisants du baseball. Je vais garder Tatis, je mets Vlad sur le banc, premier sur le banc. J'ai le goût de garder Betts, mais vu que c'est mon équipe et que je l'ai à long terme, je fais un petit changement. Je ne le mets pas à l'arrêt-court, je ne le mets pas dans la droite non plus, je le mets au deuxième but. Juste ça, tu n'es pas obligé de le renvoyer dans le champ. Ils ont beaucoup de voltigeurs quand même, les Dodgers, c'est correct, mais mets-le au deuxième but. Je pense que ça réglerait bien des problèmes. Il a grandi en tant que joueur de deuxième but. C'est aussi sa position naturelle, là, si on veut, là, compte tenu du fait qu'il jouait là dans les mineurs, dans le système à Boston. Et je couperais Manny Machado, mais encore là, tu pourrais me convaincre de l'inverse avec Betts et Machado. Mais moi, je pense que je garderais quand même Mookie Betts puis je le placerais au deuxième but, ce que les Dodgers auraient dû faire depuis quelques années déjà. Oui. On ne dira pas aux Dodgers comment gérer leur équipe parce que je pense que ça fonctionne, mais je pense qu'il y a quand même des répercussions sur le jeu de Mookie Betts. C'est ça. Même si ça fonctionne en gros, ben des fois, c'est dans le détail où il y a des petits problèmes. Puis je pense que c'est le cas présentement avec Mookie Betts. Mookie Betts, c'était le frappeur que tu ne voulais pas affronter là, dans le haut de l'alignement. Oui, tu avais des Freddie Freeman, des Shohei Ohtani, mais Mookie Betts, tu ne voulais pas l'affronter. Maintenant, tu l'as là, tu l'affrontes, puis ça finit là. C'est vraiment une chute. Là. Tu ne donneras pas un but sur balle intentionnel à Mookie Betts pour affronter quelqu'un d'autre. Non, exactement. Tu feras pas. Mais tu fais peut-être l'inverse parce qu'il risque de frapper derrière Ohtani, Freeman, Tucker qui n'a pas une grosse saison, mais peu importe. Will Smith, Oscar, peu importe. D'ailleurs, en parlant de Freeman, seul joueur actif présentement avec 2500 coups sûrs. Est-ce qu'il va atteindre le 3000? Combien de temps il va jouer, c'est ça la question. Hein? Je ne sais pas dans son cas. On dirait que j'ai comme senti que ça achevait dans certains commentaires ou façons d'agir. Pas nécessairement cette année, mais j'ai comme l'impression qu'on se dirige de plus en plus vers ça. Fait que je serais quand même surpris. Ouais, moi aussi, ma réponse est non. J'espère me tromper. Ce serait le fun de le voir atteindre 3000. C'est un beau plateau. Je ne sais pas combien de gars actifs vont atteindre 3000. Il y en a pour qui c'est encore jeune. Là. Braden Montgomery il est à 2998. Par sa part, je ne sais pas combien de ces vedettes du baseball majeur vont se rendre jusqu'à ce plateau-là. C'est dur à projeter. Tu vois, il est le seul actif à 2005. Là, il y en a. C'est mythique 3000. C'est dur d'atteindre 3000. L'effet du temps et tout ça. Donc, non,
Je ne pense pas qu'il va l'atteindre, mais ce serait le fun. Oui, certain. Sébastien, ça fait le tour des questions qu'on avait. Merci à tout le monde qui ont été là dans la section commentaires, qui nous ont animé ça. Il y a eu beaucoup de questions cette semaine. C'est toujours un plaisir d'y répondre. C'est pour ça qu'on le fait en live les mercredis à 20h sur les réseaux sociaux de Passion MLB. C'est pour répondre justement à toutes ces questions-là. Ceci étant dit, on n'est pas juste un live. Pour ceux qui veulent nous écouter, Sébastien, dans un format plus traditionnel de podcast, c'est aussi possible de le faire. Oui, un peu partout, sur toutes les bonnes plateformes de podcast, sur notre site web, passionmlb.com. On a également plusieurs textes par jour sur l'actualité du baseball majeur. On est à moins de 2 mois de la date limite des transactions. Ouais. Je ne dis pas qu'on va avoir des transactions dans les prochains jours, mais on sent déjà qu'il commence à avoir des discussions. Donc, continuez à nous suivre pour tout connaître sur l'actualité du baseball majeur. Ça fait le tour de ce qu'on avait pour vous cette semaine. Merci d'avoir été là. On vous souhaite une excellente semaine de baseball et nous, on se dit à la semaine prochaine.